Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous dites qu'il ne faut pas désespérer des actions. On connaît la réticence des Français à investir en actions, mais vous dites, là, ils ont tort. Il faut qu'ils y aillent et il faut qu'ils consacrent une bonne partie de leur patrimoine, justement, à cette classe d'actifs. Pourquoi cet enthousiasme pour les actions, alors qu'on a un contexte plutôt morose, un ralentissement économique palpable, notamment en zone euro? Alors, c'est une vaste question. Effectivement, les Français, les Européens en général, sont assez réticents à l'investissement en actions. Il faut dire que les générations actuellement en mesure d'investir ont connu quelques périodes désagréables, au moins 2, voire 3 plongeons assez importants. Aujourd'hui, en fait, si on regarde un investisseur particulier, il a le choix entre investir dans de l'immobilier, dans des obligations, dans des actions. Les obligations, les Français, ils aiment beaucoup ça, même s'ils ne le savent pas, puisque le premier placement des particuliers français, c'est le fonds en euros des assurances vie. Donc, en fait, c'est très majoritairement des obligations. Aujourd'hui, ces obligations, elles n'ont jamais aussi peu rapporté. Pour les obligations en euros, on est en moyenne sur du 0,6%, ce qui est très peu. Alors, aujourd'hui, les assureurs, justement, arrivent à faire un peu mieux que ça grâce aux plus-values qu'ils ont en actions. Mais ça ne va pas durer éternellement. Voilà, les plus-values actions, à force de tirer dessus, les assureurs, ils peuvent en arriver à bout. Et on se rapproche de plus en plus du niveau des taux d'intérêt, du rendement naturel du portefeuille obligataire. Donc, moins d'1% en moyenne, c'est quand même pas beaucoup. Le monétaire, il faut le rappeler maintenant, depuis plusieurs années en zone euro, c'est du négatif, ce qui pose un tas de problèmes pour le secteur financier, les banques, etc. C'est négatif depuis 4 ans? C'est négatif depuis 2015. Il y a un graphique qui apparaît à l'écran que vous nous avez apporté. Il est assez parlant. C'est le Léonia, c'est le taux de Léonia. C'est ça, c'est le taux taux négatif monétaire. depuis 4 ans. C'est le taux monétaire, tout à fait. Et c'est un taux alors, qui ressemble un peu à quelque chose d'ésotérique, mais qui est très important parce qu'il permet au marché interbancaire de fonctionner. Et les gens qui sont chargés de prêter à l'économie, donc les banques, gagnent leur vie là-dessus, et c'est une des raisons pour lesquelles le système bancaire européen est un peu en difficulté et peut-être n'accorde pas tout le crédit à l'économie qu'on aurait pu en attendre. Oui, parce que les banques ont besoin de taux d'intérêt positifs pour gagner leur vie. Et oui, et donc toutes les banques européennes, au contraire des banques américaines, nous disent qu'elles sont handicapées par cette politique de la Banque Centrale Européenne depuis 2015. Des taux négatifs, des obligations qui rapportent pas ou peu. On a d'ailleurs un autre graphique que vous nous avez amené. Alors là, c'est le rendement du dividende des obligations en euros, emprunt d'État et obligations privées ensemble. Et on voit que c'est très très faible. Vous parliez des 0,6%, c'est ça. Donc on y est, 0,6%. Comparativement, c'est vrai qu'on trouve plus de rendement du côté des actions européennes. Autre graphique, cette fois ce sont les actions européennes exprimées par le stock 600, c'est le rendement du stock 600. On voit que là, on est plutôt aux alentours de 4%. Rendement du dividende, je précise. Donc, oui, on regarde ces quelques graphiques, on se dit, oui, il y a plus de choses à gagner du côté des actions. Ça, c'est un raisonnement qui est tentant, mais est-ce qu'il n'est pas un peu simpliste? Alors, c'est un raisonnement qui se défend très bien pour un certain nombre d'investisseurs. On peut revenir en particulier aux assureurs ou des gens de très long terme, les caisses de retraite, les fonds de pension, qui gardent les actions pendant très très longtemps, éventuellement des décennies. Et quelque chose qui est important sur ce dividende des actions, c'est d'une part qu'il est assez élevé, 4% c'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on peut trouver sur n'importe quel placement. Par rapport à l'inflation. Par rapport à l'inflation qui elle-même reste quelque part entre 1 et 2%. Parce que 0,6% sur l'obligataire, ça veut dire moins que l'inflation. On perd de l'argent. On perd de l'argent en termes réels, tout à fait, comme on dit. Donc les actions, ça rapporte beaucoup plus en termes de dividendes. Et ce qui est important aussi, c'est le fait que les entreprises cotées mettent toujours tout en œuvre pour maintenir leurs dividendes. Et sur le graphique, on voit bien que le dividende n'est jamais tombé très très bas, même quand la situation des entreprises est un peu compliquée, même quand éventuellement elles font peu de bénéfices, elles assurent toujours le dividende qu'elles servent aux investisseurs actions, parce qu'elles savent que c'est le prix à payer un peu pour conserver cette base d'investisseurs. Donc on a une vraie stabilité, on a ici un socle de valorisation pour les entreprises, en particulier européennes. Mais quand on investit en actions, on ne regarde pas que le dividende. Parce que votre graphique, il est édifiant. Certes, on a un dividende qui rapporte du 4% aujourd'hui avec le stock 600, mais on voit que finalement, le rendement du dividende a été intéressant ces dernières années. Ça n'a pas empêché les actions européennes de sous-performer. Non. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Les actions européennes
depuis maintenant plus de 10 ans, elles font moins bien que les actions du reste du monde, malgré ce dividende intéressant, pour un certain nombre de raisons, en particulier le fait qu'il y a peu de bases d'investisseurs stables en Europe, alors qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis, il y en a beaucoup plus en Asie, etc. C'est pour ça qu'un investisseur européen, qu'il soit particulier ou professionnel, pour lui, il est important de diversifier ses placements géographiquement en termes de secteur, etc. De ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier sur les actions européennes. Les actions européennes, elles sont intéressantes pour un certain nombre de raisons. D'une part, parce qu'on n'a pas de risque de change pour nous, investisseurs en euros, et d'autre part, parce qu'on a ce dividende qui est important. Néanmoins, il faut savoir que depuis un bon moment, elles font moins bien que le reste, et c'est quand même intéressant d'aller chercher de la croissance ailleurs dans le monde, là où il y en a peut-être un peu plus qu'en Europe. Mais alors, justement, où allez-vous la chercher? Parce que le premier marché auquel on songe, ce sont les États-Unis. C'est le plus gros marché, sauf que Wall Street est au pinacle et que les valorisations sont tendues. Après la correction, on se disait « Ah, on a peut-être un point d'entrée, mais le point d'entrée, il n'est pas resté ouvert très longtemps. Et aujourd'hui, on se paye plus de 16 fois les bénéfices à Wall Street, alors qu'on a tout de même une croissance qui ralentit. » Tout à fait. Donc 16 fois les bénéfices, c'est relativement élevé. Bon, c'est pas très très élevé. C'est pas dément, mais c'est tout de même plus élevé que la moyenne. Alors oui, c'est exact, les actions américaines sont plus chères que les autres et je pense que ça a à peu près toujours été le cas depuis longtemps, en particulier parce que c'est le plus gros marché, parce que c'est le marché le plus liquide et c'est là où il y a le plus de demandes des investisseurs. Ça, c'est vraiment un effet off-demande qui est important. Et c'est aussi parce que c'est là qu'on trouve de la croissance des bénéfices. Quand on achète une action, vous l'avez bien dit, on n'achète pas uniquement un dividende, on achète aussi une croissance des bénéfices. Et il se trouve que où est-ce qu'on a le plus de croissance des bénéfices ? C'est en particulier sur les marchés américains, pas uniquement, mais en particulier sur les marchés américains, qui se trouvent hébergés pour un certain nombre de raisons, en particulier ces valeurs qu'on peut appeler technologie, etc., que tout le monde connaît peut-être sous le nom de GAFA, etc., qui se trouvent être cotées aux États-Unis, qui ont pu beaucoup monter pour un certain nombre d'entre elles depuis un bon moment, mais dont les bénéfices montent aussi beaucoup. Et si on veut avoir des croissances des bénéfices très élevées, voire des croissances des bénéfices à 2 chiffres, c'est plutôt là-bas qu'il faudra aller les chercher, aux États-Unis, éventuellement aussi dans un certain nombre de marchés asiatiques, plutôt que sur la vieille Europe où on a des secteurs un peu plus atones. Alors dans un panier à actions, vous mettriez combien de pourcents d'États-Unis, combien de pourcents d'Europe, combien de pourcents d'émergents et de Japon? Alors le Japon, c'est encore une autre histoire. On sait que l'Europe se japonise depuis maintenant un bon moment. Le Japon, on en a assez peu dans les portefeuilles. Alors là, pour le coup, c'est un marché où il n'y a pas de dividendes, très très peu de dividendes, avec des choses assez intéressantes, en particulier des valorisations sur les marchés actions qui sont assez très raisonnables au Japon. Des sociétés peu endettées. Des sociétés peu endettées, c'est un très beau marché. Il se trouve qu'il y a très peu de demandes et donc on a vraiment un marché qui sous-performe lui aussi depuis un bon moment. À nouveau, un des points communs pas mal avec l'Europe. C'est intéressant de voir qu'il y a toujours une certaine proximité de comportement entre les actions japonaises et les actions de la zone euro. Donc à contrario, c'est vrai que sur les portefeuilles sur lesquels on peut s'investir internationalement, on a tendance à diviser en 3 tiers, avec un tiers d'États-Unis, un tiers d'Europe et un tiers d'Asie émergente. Donc on parle de la Chine, de l'Inde, de la Corée, etc., etc. Où on a de la croissance, où on n'a pas forcément des valorisations très élevées, et où on n'a pas forcément non plus des volatilités très très élevées. C'est pas, souvent on pense au marché émergent comme des choses très très volatiles, pas forcément plus que l'Europe. J'aimerais qu'on revienne à l'obligataire. Donc on a fait mention de l'Eonia, qui affiche des taux négatifs depuis 4 ans, et puis ça va durer, ça on le sait d'ores et déjà, puisque la BCE a annoncé qu'elle ne monterait pas les taux avant la fin de l'été 2019, donc le marché, lui, anticipe qu'il n'y en aura pas avant 2020, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que cet environnement de taux bas va demeurer, mais est-ce que du coup, pour les investisseurs en obligations, c'est pas non plus tout bénéfice, puisque finalement on a ce filet de sécurité et puis on va avoir peut-être encore une réduction des taux, même s'ils sont d'ores et déjà très bas. Ouais, alors pour les investisseurs en obligations, il faut vraiment distinguer par exemple le contrat d'assurance vie en euros, qui lui va encaisser le coupon de l'obligation, donc à 0,6 en moyenne aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème pour assurer un rendement attractif pour ses clients, donc ça c'est pas tout bénéfice. En revanche, pour un investisseur qui investit dans des fonds obligataires, c'est vrai que ça peut être intéressant d'acheter un fonds obligataire quand les taux d'intérêt sont un petit peu remontés
pour pouvoir bénéficier de la baisse des taux. Il faut toujours rappeler que la baisse des taux obligataires, ça fait monter le prix des obligations. Et c'est ça qu'on touche quand on achète un fonds obligataire. Donc être assez mobile sur les fonds obligataires, même si c'est contre-intuitif, c'est peut-être ce qu'il faut faire depuis quelques années. Oui, parce qu'on a une volatilité qui est accrue sur les voilà, marchés obligataires. Voilà, si on fait un tout petit peu de mathématiques, on s'aperçoit que plus le taux d'intérêt diminue, plus la volatilité des obligations augmente. C'est un effet complètement mécanique. Et aujourd'hui, avec des taux d'intérêt proches de zéro sur les emprunts d'État, on est sur des volatilités assez élevées. Donc être assez mobile de ce côté-là. Je refais une embardée du côté des actions, parce que vous nous avez dit, bon, il faut diversifier, grosso modo, ça c'est le grand message, ça semble plutôt sage, justement, mais quel type d'actions on met en portefeuille? Des valeurs de croissance ou des valeurs défensives, puisqu'on est en ralentissement? Alors oui, il faut se méfier de ce qu'on appelle valeurs défensives. Donc souvent, ce qu'on appelle valeurs défensives, ce sont des valeurs qu'on va trouver dans le secteur de la santé, des biens de consommation, des télécommunications, des services aux collectivités, etc. Aujourd'hui, ce sont toutes les valeurs qui sont les plus endettées un peu partout dans le monde et qui ont des niveaux de croissance souvent assez modérés, voire faibles, des croissances des bénéfices. Donc c'est peut-être un petit peu gênant en termes de est-ce que c'est vraiment défensif ou pas. En revanche, là, on a vraiment de la croissance des bénéfices. C'est peut-être sur des sociétés qu'on va trouver à nouveau sur le secteur des technologies dont je parlais tout à l'heure, dans un certain nombre de valeurs industrielles, etc. Peut-être des choses un peu plus cycliques, effectivement, qui ne se payent pas forcément cher aujourd'hui, et qu'on va trouver à nouveau un peu plus en Asie et aux États-Unis qu'en Europe, qui sont plus constituées en Europe. On a peut-être plus de valeurs défensives. Donc ces valeurs de croissance technologie et des cycliques, Europe un peu moins, États-Unis, Asie un peu plus. Si vous privilégiez les actions, c'est aussi que vous ne croyez pas du tout au scénario de la récession? Alors la récession, une chose est sûre, c'est qu'elle arrivera. Une chose est beaucoup moins sûre, c'est quand. Si la fin de 2018 et la forte baisse qu'il y a eu sur les marchés actions signifiaient qu'il y avait une anticipation de récession rapide, aujourd'hui les statistiques économiques qu'on peut voir un peu partout nous disent que la récession, elle n'est pas pour 2019 vraisemblablement. Si la récession n'est pas pour 2019, ça veut dire qu'on a des belles perspectives sur les marchés actions cette année. Avoir raison 2 ans trop tôt, c'est souvent avoir tort sur un marché. Donc nous restons investis sur les marchés actions à ce jour. Dernière question. OK, investir en actions, sauf qu'on a fait 10% depuis le début de l'année. Ouais. Sur ces mêmes marchés actions. Tout à fait. On ne peut pas extrapoler la hausse à ce rythme. Et est-ce qu'il y a encore du potentiel, compte tenu d'un environnement qui reste plutôt à la croissance, mais en ralentissement? Tout à fait. Donc, on a fait 10%, ça c'est beaucoup, et on ne va pas annualiser ces 10% sur les mois qui restent, ça c'est assez peu probable. Il ne faut pas oublier que cette hausse très forte des 2 premiers mois de l'année viennent après une année 2018 qui était quand même très mauvaise, sur toutes les classes actions. Très vive. Voilà, donc on n'a même pas encore rattrapé tout ce qu'on avait perdu l'année dernière, premièrement. Donc on ne peut pas uniquement regarder les 2 derniers mois. Deuxièmement, cette hausse s'est fait largement sans les investisseurs. On a vu que les investisseurs continuent à sortir des investissements actions sur les derniers mois. Et les dernières données confirment cette tendance. Semaine après semaine, les investisseurs continuent à sortir. Donc tout cela se passe dans une incrédulité absolue. Donc c'est les émergents qui profitent de rentrée de capitaux. C'est exact. Mais disons que les grands marchés européens et américains continuent à être vendus par les investisseurs. Et donc c'est un bon terreau pour créer une frustration chez les investisseurs qui pourraient vouloir venir se joindre à la fête qui a commencé. Bernard, merci.